l'une des plus prestigieuses écoles de France, est au cœur d'une polémique. On parle de Sciences Po. Une étudiante membre de l'Union des étudiants juifs de France explique s'être vue refuser l'entrée d'un amphithéâtre alors qu'une manifestation pro-palestinienne s'y tenait. L'UEJF dénonce des propos antisémites contre cette étudiante. Le comité Palestine de Sciences Po réfute ces accusations. Beaucoup de réactions politiques, notamment le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a réagi. Sciences Po ne peut devenir un bunker islamo-gauchiste. Le Premier ministre s'est d'ailleurs rendu sur place. La justice s'est saisie du dossier. Philippe de Villiers, première question. Est-ce une affaire d'État? Oui, c'est une affaire d'État, et pour plusieurs raisons qui se superposent. La première raison, c'est que, pour qui a connu Sciences Po comme moi, il n'y a plus de drapeau français. Il y a des drapeaux étrangers, et en l'occurrence le drapeau palestinien. Et surtout, voici que l'antisémitisme violent, vénéneux, vient se loger au cœur d'un haut lieu du civisme français. Mais il y a une autre raison, c'est que Sciences Po est devenu, en 20 ans, le miroir grossissant du mal qui ronge l'université française, l'islamo-wokisme. En fait, dans de nombreuses facultés, sans qu'on le sache, sans qu'on en fasse grand cas, parce qu'on s'y habitue, il y a des réunions genrées interdites aux hommes. Il y a des réunions racisées interdites aux blancs. On en est là dans l'université française. Et Sciences Po est devenu, en quelques années, le temple de l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu un directeur en 2001, Richard Descoings, un nouveau directeur, qui a acclimaté, c'était à la mode à l'époque, tout le monde, c'était les années Sarko, la discrimination positive. Tout le monde faisait de la discrimination positive. Qu'est-ce que c'est la discrimination positive? Il arrête l'épreuve de culture générale, il arrête le concours d'entrée, il le remplace par une étude sur dossier, et il conclut des conventions avec les zones d'éducation prioritaire, c'est-à-dire la banlieue. Et donc on entre à Sciences Po, depuis cette époque, non pas en fonction des résultats, en fonction des résultats d'un concours, en fonction de son mérite, mais en fonction de son origine ethnique. Si vous êtes de Seine-Saint-Denis, vous avez plus de chances d'entrer à Sciences Po que si vous êtes de Vendée. Voilà où on en est. Donc en fait, c'est devenu une école multinationale, multiculturelle, qui s'est effondrée sur elle-même. Geoffroy Lejeune. Vous l'avez dit, vous avez été étudiant à Sciences Po. Mais la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous reconnaissez votre école? C'était quoi Sciences Po quand vous avez fait Sciences Po? Qui étaient vos camarades étudiants? Qu'est-ce que vous veniez apprendre dans cette école? Qu'est-ce que vous y avez appris? Qui étaient vos professeurs? Et à quoi prédestinait, à quoi servait cette école pour ce qui ensuite a été les élites françaises? Alors, donc moi je suis un ancien de Sciences Po, diplômé en 1973. Donc j'ai passé 3 ans à Sciences Po. Pour vous répondre à votre question, si vous voulez, l'amphithéâtre Émile Boutmy, qu'on vient d'apercevoir, je le connais bien. J'y ai passé des heures et des heures. Et ça me rappelle le mot de Georges Bidault qui disait « Le cours magistral ne se justifie que s'il est magistral ». Et là, moi, j'ai appris ce que c'était que le cours magistral. Et les profs, pour répondre à votre question, c'était René Raymond, c'était Raymond Barre en économie, c'était Patrick Schwarzman en relations internationales, Max Gallo, et je peux même vous raconter une anecdote très brève. Il y avait le fameux André Siegfried. Il arrive avec son cartable, il est sur l'estrade, les élèves sont debout, il dit « Asseyez-vous ». Il ouvre son cartable à double volet, il sort son polycopier et il dit « Bon, aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire de l'Angleterre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, l'Angleterre est une île. » Il referme son polycopier et dit « J'ai terminé. » C'est fantastique. Et je vais plus loin, en fait. Sciences Po est né avec le roman national. En même temps, après la défaite de 1870. Donc en 1871, Émile Boutmy
s'est entouré des meilleurs. Alors il y avait François Guizot, il y avait Hippolyte Taine et Ernest Renan, excusez du peu. Et l'idée, c'était de fabriquer une élite rayonnante, une nouvelle élite pour la France, qui fasse rayonner la France. Et à l'époque, de mon temps encore, est-ce que ça existe encore, je ne sais pas, il y avait un logotype qui représentait un lion et un renard. Et en fait, c'était tiré, ce logotype, du prince de Machiavel, qui disait, Machiavel, il faut que le prince ait auprès de lui un lion et un renard. Parce que le lion ne peut pas se défendre des filets et le renard a peur du loup. Il faut donc un renard pour connaître les filets et un lion pour faire peur au loup. Si le prince manque l'un ou l'autre, il ne sera jamais vraiment le prince. Voilà, c'était Sciences Po, c'était une école de l'excellence. Il y avait une ambiance alors qui était particulière, déjà à gauche, puisque nos profs, en fait, ils étaient saint-simoniens, ils pensaient à la cité sans frontières déjà, et ils rêvaient d'accoupler le capitalisme qui commençait à s'émanciper, capitalisme financier, avec la planification soviétique. Parce qu'ils nous disaient, le socialisme, on en a pour 1000 ans. Et donc il faut s'adapter. Et ça donnait la social-démocratie. Mais on pouvait parler. On pouvait parler. Et moi j'avais des profs qui étaient anarchistes, qui étaient gauchistes, etc. Et qui m'aimaient bien. Ils me préféraient. Parce qu'ils disaient, au moins, il a du répondant. Et je me souviens d'un prof qui était bakounинiste. Voilà. Et il me dit alors le Vendéen, etc. Voilà. Donc il y avait une espèce de jovialité dans la contradiction. Jovialité. C'était l'esprit français.